Notre premier contact avec l'Italie en 1957, nous ayant laissé le désir de mieux connaître ce pays, ces vacances 1960 furent l'occasion de réaliser ce souhait. Le but fut cette fois non plus Venise et Florence, mais Rome, Naples et Capri. Ce fut par le Mont Cenis, avec le splendide petit lac situé à son sommet, que nous atteignîmes la terre italienne. Le passage de la douane ne fut qu'une simple formalité. L'amabilité des douaniers italiens et les petits cadeaux remis au passage par les stations d'essence atténuant fortement le côté rébarbatif de cette formalité. Après avoir atteint et dépassé Gênes, ce fut le charmant petit port de Portofino qui nous retint comme gîte d'étape. Son port, ses nombreux hôtels, sa végétation méditerranéenne, où les bougainvillées se mêlent agréablement aux palmiers, en firent une étape bien reposante après la longue route parcourue. Les repas pris sur la terrasse du Piccolo Hotel, notre hôtel, nous permettaient de jouir de paysages splendides. Le petit déjeuner avant le départ. Toujours en direction du sud, la route atteignit bientôt Marina di Massa puis Viareggio. Un court arrêt devait nous permettre de jouir de la vue de la mer sur cette côte sablonneuse.
déjà visité en 1957, nous retint plus longtemps. Et il y a bien là de quoi retenir le touriste le plus pressé. Cette Piazza del Duomo nous ramène d'un seul coup en pleine Renaissance italienne. Le baptistère, la cathédrale et la fameuse tour penchée forment un ensemble entièrement en marbre que l'on ne peut se lasser d'admirer. Elle penche vraiment. À midi, lorsque c'était possible, les repas étaient pris dans la nature. Un petit équipement comprenant une table pliante, fauteuil, l'indispensable parasol apportait le confort nécessaire. La glace contenue dans les thermos ajoutait à tout cela une fraîcheur bienfaisante. Ici, nous sommes à 80 km de Rome et nous apercevons juste en face la mer. Tous les chemins mènent à Rome, nous avons pu le vérifier puisque nous y voici. Après l'installation à l'hôtel, une première promenade au belvédère du Pincio nous offrit la prise de contact nécessaire avec la ville éternelle alors que le soleil déclinait déjà. La salle à manger de notre hôtel donnant sur la Villa Borghese. Le lendemain fut le jour consacré à la Rome antique. Le Capitole, par où commence cette visite, se trouve à côté de ce monument à Victor Emmanuel que nous voyons actuellement. Et tout le glorieux passé de Rome nous revint à l'esprit, en même temps que nos souvenirs scolaires. Nous voici sur la roche tarpéienne, d'où l'on domine l'ensemble des ruines du forum antique. Et là, nous imaginons la vie publique à Rome, le triomphe de César, Vercingétorix vaincu, l'empereur Auguste remontant la Via Sacra que nous apercevons en triomphateur, et combien d'autres scènes. Le temple de Castor et Pollux,
et la prison Mamertine. L'arc de Septime Sévère et en dessous le tombeau de Romulus. Sous les rostres, ne voyons-nous pas Cicéron en train de plaider? Alors qu'au loin se profile l'arc de Titus. Et le Colisée. L'arc de Constantin. Ce Colisée que nous voyons maintenant plus en détail et dans lequel nous imaginons sans peine le déroulement des jeux demandés par le peuple, la foule immense et hurlante des spectateurs, le sacrifice des martyrs. Mais un peu fatigué par ces visites, une des nombreuses carrozzelli ou petites voitures à cheval nous tenta pour aller aux catacombes de Saint-Calixte qui se trouvent en dehors de Rome. Ce brave cheval nous y emmena tranquillement par la Via Appia Antica, ce qui nous permit en outre d'avoir une idée de la campagne romaine. Voici l'entrée des catacombes. Ici, il a changé de vitesse parce que ça monte. Et dans les forums impériaux, voici la colonne Trajane. Et le Panthéon, seul monument de l'époque romaine entièrement intact. C'est actuellement une église. Le deuxième jour fut celui consacré à la Rome chrétienne, et la visite des basiliques majeures succéda à celle des forums et des vestiges de la Rome antique. Voici la façade arrière de Sainte-Marie Majeure. Cette architecture extérieure quasi profane nous surprend un peu, habitués que nous sommes aux cathédrales gothiques. L'intérieur, dans lequel il n'est pas possible de filmer malheureusement, comporte une décoration d'une richesse presque trop abondante. Et voici la façade avant de Sainte-Marie Majeure. Dirait-on vraiment une église ? Voici le petit cloître qui se trouve tout à côté de Sainte-Marie Majeure. C'est ensuite Saint-Jean de Latran qui reçut notre visite. Cette église, la deuxième après Saint-Pierre pour la grandeur, comporte également une façade très importante, mais l'intérieur est beaucoup plus austère.
votre serviteur sur fond de Colisée. Et de nouveaux détails sur la colonne Trajane, devant laquelle nous sommes bien des fois passés. Et voici maintenant le château Saint-Ange, qui fut autrefois le tombeau de l'empereur romain Adrien et qui servit pendant de très longs siècles de résidence au pape. Nous voyons au premier plan le fameux pont orné des statues du Bernin qui est célèbre dans le monde entier. Et nous apercevons maintenant le Tibre, dont la limpidité de l'eau n'est certes pas une des qualités premières. Et en pénétrant à l'intérieur du château Saint-Ange, il est possible de monter sur un chemin de ronde qui permet d'avoir une vue circulaire sur la ville de Rome et sur les collines célèbres de la ville. Voici le pont du Bernin vu depuis ce belvédère. Et Saint-Michel terrassant le dragon. Et toujours depuis le château Saint-Ange, nous apercevons la cité du Vatican avec Saint-Pierre au soleil couchant et au fond les pylônes des antennes de l'émetteur du Vatican. Enfin voici Saint-Pierre se profilant au bout de la Via del Concordia. Nous sommes ici à environ 1 kilomètre de l'église Saint-Pierre. Et nous allons voir tout à l'heure cette église, ou plus exactement sa coupole, prise au téléobjectif. Car il est nécessaire de la prendre d'assez loin, la voici, de la prendre d'assez loin pour pouvoir la faire ressortir du monument. La place et l'église elle-même semblent petites, mais ce n'est qu'une illusion, due à la perfection des proportions de l'ensemble. D'ailleurs, lorsqu'on traverse la place à pied, on se rend compte de ses véritables dimensions. L'échelle en est donnée par les personnages qui se trouvent sur les marches au pied du monument. Et voici la célèbre colonnade du Bernin. Et nous avons une vue au-dessus du monument des statues du Christ et des apôtres. Les voici prises ici au téléobjectif. Pour donner une idée de leur dimension, elles ont 4 mètres de hauteur et leur échelle réelle est donnée par les personnages accoudés au balcon. Et voici l'entrée du Vatican, dite entrée des cloches, gardée par les soldats du pape, les soldats suisses qui sont célèbres et qui d'ailleurs se laissent très facilement filmer et photographier. Ils en ont l'habitude. Enfin, dernière image de Rome, voici la fontaine de Trévi, dans laquelle il suffit, paraît-il, de lancer une pièce de monnaie pour être assuré
de revenir à Rome. Qu'il en soit ainsi. La route de Naples, à travers les champs flégréens, passe à Pouzzoles, où se trouve la célèbre Solfatare, volcan en miniature et en activité. Les émanations d'hydrogène sulfuré rendent son approche très pénible, et à l'intérieur du cratère bouillonne un magma ressemblant vaguement à de la lave. Tout autour, le sol est mou et sonne le creux. Mieux vaut ne pas trop s'attarder et gagner plutôt Naples, sa baie merveilleuse et sa promenade de Santa Lucia. À l'horizon, le Vésuve. Pour mieux jouir de ces paysages splendides, nous avions décidé d'aller jusqu'à Sorrente, d'où le regard embrasse toute la baie. Et ce paysage du soir, au coucher du soleil, pris depuis la fenêtre de notre chambre, avait vraiment quelque chose d'enchanteur. Et que dire de ce coucher de soleil sur Capri? Et le lendemain, cap sur Capri. Voici notre hôtel, le Bellevue Sirène. Admirez la couleur de la mer. Ce rocher que nous voyons, c'est Capri.
Avant d'arriver à Marina Grande, le port de Capri, une première escale fut faite à la Grotta Azzurra, la grotte bleue si vous voulez. C'est une grotte dont l'ouverture ne domine la mer que de 1,50 m. La lumière n'y entre que par la mer et donne à l'intérieur, aux objets plongés dans l'eau, un aspect vraiment féerique. Pour y accéder, il faut prendre depuis le grand bateau une petite barque, comme nous le voyons ici. Et le passage du grand bateau dans la petite barque n'est pas toujours facile à cause du tangage. Bonjour, monsieur Collet. La lumière insuffisante ne permet malheureusement pas de réussir un film à l'intérieur de la grotte. Vous voyez. Voilà, nous arrivons à Capri. Capri et ses paysages enchanteurs. Voici ici Marina Piccola et les Faraglioni. Le retour, après cette bonne journée, nous valut de jolis jeux de lumière sur la mer et, mon Dieu, de jolis contre-jours. Voici sans doute l'épisode le plus surprenant de notre voyage. La visite de Pompéi, ville romaine ensevelie en l'an 69 par l'éruption du Vésuve sous 12 mètres de lave et de cendres. Après bientôt 2000 ans, le spectacle de cette ville retrouvée est vraiment saisissant, voire poignant. Les rues sont intactes, comme vous le voyez, et beaucoup de maisons elles-mêmes sont en parfait état. Voici le théâtre. Le toit est d'origine. La plupart des toits ont d'ailleurs cédé sous la poussée des cendres et de la lave, mais il y en a quelques-uns qui sont restés. Voici les fontaines publiques. Le four du boulanger et les réservoirs à grains. Voici l'atrium de la maison des Vetti. Vetti qui étaient de riches marchands. Regardez tous ces jolies petites vasques dont les tuyaux sont d'origine et fonctionnent toujours. Voyez, les poteaux ont été noircis par l'incendie et les laves en fusion. Les instruments de cuisine que l'on a retrouvés intacts. La niche du chien, Cave Canem. À droite, les bains publics, dont l'intérieur est dans un état de conservation parfait.
Et le Vésuve est là, toujours menaçant. Que réserve-t-il encore à ces régions déjà tant éprouvées? Mais ce repas pris au pied du Vésuve nous remit de toutes ses émotions et nous permit d'admirer de très près les coulées de lave récentes et de jouir également encore du spectacle de la baie de Naples. Voici le sommet du Vésuve, le cratère, la Somma, qui ne fume plus puisque la dernière éruption date de 1945. On devine au pied les champs de lave. Et voici Assise, Assise par laquelle nous sommes remontés en regagnant l'Adriatique. Assise, la ville de Saint-François, toute pleine de paix et de sérénité. Avec sa double basilique superposée. Et son petit cloître des morts attenant à l'église. Assise est une ville restée très moyenâgeuse et dont les constructions sont toutes très anciennes. Un joli château fort domine la ville. Voici l'église Sainte-Claire. Enfin, notre route nous amena à traverser la République de Saint-Marin, véritable république d'opérette. Le site est de toute beauté et même grandiose. Malheureusement, la brume intense qui régnait ce jour-là nous empêcha complètement de jouir de la vue. Et cette image embrumée de Rimini et de la mer au loin sera la dernière de ce voyage qui, pour nous, fut plein d'agréments et plein d'enseignements.